Comme vous l'avez vu, le moment a plutôt bien commencé. En fait, c'est pour fêter la venue d'Amélie pour la seconde fois ici donc à la Voix au chapitre, puisque vous rappeliez que c'est la première fois qu'un invité revient ici, dans ces murs, dans ce dortoir des moines que vous connaissez. Vous vous souvenez de votre première venue? C'était il y a 7 ans. Je m'en souviens d'autant mieux que, si je ne me trompe, Stéphane, c'était le jour de notre première rencontre. Et comment ne pas être ému à ce souvenir? Bien sûr. C'est vrai. Et c'était il y a presque 7 ans, jour pour jour d'ailleurs, Oui. à 15 jours près. Et on était de l'autre côté, tout au fond de la salle. C'était à l'époque d'une autre configuration. Cette salle est terriblement impressionnante. C'est magnifique. Et puis, enfin, je ne me souviens pas avoir présenté de conférence, enfin, si on peut appeler ça une conférence, devant un aussi beau lieu. Et je suis incroyablement émue d'être la première personne à être invitée 2 fois ici. Et devant autant de monde, puisqu'il y a 1000 personnes ce soir pour vous écouter, une fois de plus. Et Dieu sait si malheureusement, nous avons été obligés, le Conseil général a dû malheureusement refuser un certain nombre de personnes qui sont inscrites trop tard. Mais c'est le lot aussi de cette voix au chapitre et de son succès. Qu'a-t-elle de différent, l'Amélie d'aujourd'hui, par rapport à il y a 7 ans? À part ces 7 ans de plus, évidemment, mais qui ne se voit pas, bien sûr. J'aurais dû rajouter. Bien sûr. Ça, c'est l'hommage de notre première rencontre. Je ne sais pas très bien. Non. Justement, je crains bien, Stéphane, de vous désoler et de désoler ceux d'entre vous qui étaient peut-être déjà ici il y a 7 ans, parce que je crains d'être ce genre d'écrivain qui justement ne change pas beaucoup et qui est désespérant année après année parce que finalement les réponses restent toujours les mêmes, vu que, ah si, il y a un changement quand même notoire que les gens, observateurs, auront peut-être déjà remarqué, c'est le champagne. Oui. C'est vrai que la dernière fois, je ne buvais pas. Vous avez vu, ça a changé. Donc, vous pouvez faire le test avant, après. En quoi est-ce que ça a changé? On va parler, tiens, allez, pour commencer, des choses qui fâchent. Le Goncourt, c'était... Moi, je me disais, Amélie, ça y est, cette année, elle va venir à la Voix au chapitre et elle aura le Goncourt. Vous êtes déçu, je suis désolée. Et je suis très déçu. Donc, c'est Allez. pour ça qu'on va vous rediffuser la On va vidéo se d'il y a consoler, 7 ans. franchement. On peut faire ça, on peut rediffuser la vidéo d'il y a 7 ans, si vous voulez. Oui. Mais c'est vrai que vous avez la reconnaissance du public depuis maintenant, ça fait 16 ans, c'est le 16e roman aujourd'hui, et pas encore celle de vos pères. Est-ce que ça vous... Bon, vous avez eu le prix de Flore. Oh, c'est pas si mal. C'est pas mal. Mais écrivain populaire et avoir le Goncourt en même temps, c'est pas compatible. Enfin, ça ne le semble pas, en tout cas. Écoutez, en tout cas, je pense que dans tous les cas de figure, je ne suis pas à plaindre. D'autre part, même si je ne peux pas nier que j'aurais été très contente d'avoir le Goncourt, on m'a toujours dit que la meilleure partie de la vie d'un écrivain était celle qui précédait l'obtention du prix Goncourt. J'en conclus que je suis toujours dans la meilleure partie de ma vie, ce qui n'est pas une information si lamentable. Alors, il y a 7 ans, c'est le hasard, mais vous nous présentiez La métaphysique des tubes. Il se trouve que ce livre racontait votre enfance japonaise, et aujourd'hui, vous revenez pour un livre qui se situe à nouveau au Japon. Vous nous y racontez votre idylle avec un jeune Tokyoïte. Tiens, je voulais juste, pardon, je fais une parenthèse, qui a lu le livre déjà? Parce qu'il y a 340 000 personnes qui ont lu le livre en France, donc il doit bien y en avoir quelques-unes ici. Voilà. Oui. Mais il y en a encore plus après. Ce jeune Tokyoïte, il s'appelle Rinri. Rinri, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non, c'est Rinri. Rinri. Attends, ça fait 2 fois que je fais le... Oui. À mon avis, je crois que vous êtes jaloux, non? Je pense que c'est ça. Elle essaye de me déstabiliser. Il y a un remède sur la tête. Alors, c'est Rinri, c'est ça. Donc, Rinri n'est au départ que l'élève d'Amélie. Donc c'est de cet amant-là que nous allons parler ce soir, de Rinri, à qui vous dispensez des cours de français. Et alors je précise que le roman se déroule antérieurement à Stupeur et Tremblement, mais l'épisode de Stupeur et Tremblement est évoqué dans le livre. Et c'est vrai qu'heureusement que vous avez des fans qui vous suivent, parce que pour s'y retrouver dans vos récits autobiographiques, c'est très compliqué quand même. Oui, parce que la Rien chronologie... ne se fait dans l'ordre. La chronologie, je ne le fais pas exprès, mais c'est vraiment comme ça tombe. Et mes livres ne paraissent pas du tout dans l'ordre chronologique. Si, ils paraissent dans l'ordre chronologique d'écriture, mais l'ordre chronologique d'écriture n'est pas du tout l'ordre chronologique de l'apparition, enfin des événements. Et de votre mémoire aussi. Et ni de ma mémoire. Donc c'est vrai qu'il faut s'y retrouver. D'autre part, c'est assez précis. Il est quand même dit le 26 janvier 1989. Voilà. Et le temps de la mémoire, est-ce qu'il est d'autant moins linéaire
quand il s'agit d'émotions très fortes, comme celle que vous racontez Bien sûr, ici. bien sûr. Là, j'en parle a posteriori, mais ce que je constate, c'est que pour Stupeur et Tremblement, qui, somme toute, n'est jamais que le récit d'un désastre professionnel, ce qui n'est pas si grave, il m'a fallu 8 années de digestion. Digestion étant, j'appelle digestion le temps qui sépare les faits de l'écriture. Tandis que dans le cas de Ni d'Ève ni d'Adam, qui raconte un amour heureux et même une belle histoire, il a fallu 16 années de digestion. La digestion du bonheur et de l'amour est la plus longue. Il faut que ça s'écrive tout de suite, ou est-ce que vous pouvez prendre des notes et puis réécrire quelques temps plus tard? Ou est-ce que dès que ça sort, il faut que ça s'écrive? Je n'ai jamais pris de notes dans aucun domaine de ma vie, de toute ma vie. Vous savez, quand je vivais cette histoire, il y a déjà bien longtemps, puisqu'elle a duré de 89 à 91, j'étais bien loin de me douter, d'abord, que je serais écrivain un jour, à plus forte raison que j'écrirais un jour cette histoire. Donc non, je n'ai jamais pris de notes. Je trouve d'ailleurs assez sinistre l'idée de prendre des notes. Les écrivains qui prennent des notes me font l'effet d'être des gens qui ont une conception utilitariste de la vie. Vous savez, c'est un peu, ils se disent, tiens, mais je vais peut-être vivre une histoire d'amour parce que ça me fera un bon roman. Et c'est une façon assez sinistre de vivre. Il y en a qui font ça. C'est assez courant. Ah. Comment vous l'entretenez, votre mémoire, Amélie, d'ailleurs? Je pourrais vous dire avec le champagne? Oui, mais malheureusement, c'est pas vrai, puisque à l'époque, je ne buvais pas encore. Non, c'est tout simple. Le meilleur fixatif de la mémoire, des souvenirs, ce sont les émotions. Donc, heureusement, je suis quelqu'un de très émotif. Et comme je ressens énormément d'émotions, je retiens ce qui m'arrive. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'user un peu malhonnêtement de ça, malhonnêtement entre guillemets, quand je devais me souvenir de certaines choses impossibles à retenir, à l'université ou autre, je me forçais à éprouver une émotion en même temps, une émotion complètement artificielle qui était totalement étrangère, par exemple, à l'étymologie des langues indo-européennes. Mais c'est vrai que pour fixer un souvenir, c'est excellent. Si on compare ce roman à Stupeur et Tremblement, celui-ci est, j'allais dire, plus lumineux que ne l'était peut-être Stupeur et Tremblement, qui était quand même dans une grisaille, dans un décor assez gris, celui des bureaux. Là, on est dans les grands espaces de la nature japonaise. Il y a toujours dans votre œuvre cette alternance de romans plus sombres, d'autres beaucoup plus lumineux. Comment cela s'explique-t-il ? Je pense tout simplement qu'il faut tout ça pour composer une personne humaine. Alors c'est vrai que année après année, il y a des romans plus sombres et des romans plus lumineux, et à chaque fois, il y a des journalistes ou des lecteurs qui viennent me dire « Ah, je vois que vous entrez dans une période plus lumineuse de votre vie » ou « Je vois que vous entrez dans une période plus sombre de votre vie ». Et ce n'est jamais vrai, puisque tout ça est toujours vrai en même temps. Je n'ai jamais vécu une autre vie que la mienne, mais je n'imagine pas qu'il y ait des vies avec des périodes Bon, bien sûr, il y a des périodes moins heureuses que d'autres dans une vie, mais enfin, globalement, une seule année de n'importe quelle vie est composée de beaucoup de bonheur et de beaucoup de malheur. Donc, je ne crois pas aux grandes phases de bonheur et aux grandes phases de malheur. Mais les récits autobiographiques sont peut-être plus lumineux que les autres, excepté Stupeur. Heureusement, dites-moi, imaginez un petit peu que mes récits autobiographiques soient les plus sombres que j'écrive. Non, c'est vrai, quand c'est ma propre vie, c'est plutôt rigolo. Alors les gens se disent, mais finalement, quand elle écrit de la fiction, c'est sombre et ça ne vient de nulle part, comme c'est bizarre. C'est peut-être ce qui déstabilise les gens. C'est-à-dire qu'en général, quand la critique a dit ou le public a dit ce roman-là est peut-être moins bien que les précédents, c'était souvent effectivement sur des romans qui n'étaient pas forcément autobiographiques. Oui, il faut aussi s'entendre sur ce que les critiques entendent par bien ou pas bien, que je n'ai personnellement jamais très bien compris. Je pense que d'une façon assez simple, les gens préfèrent ceux de mes livres qui se passent bien. Ouais. Mais je ne sais pas si pour autant ils sont meilleurs. Mais ils sont plus drôles aussi, c'est peut-être aussi... Oui, encore que je crois que dans mes romans très noirs, il y a une forme d'humour que certains perçoivent. Alors celui-ci est aussi lumineux parce qu'il parle d'amour, l'amour donc avec Rinri. Oui, bravo, en progrès. Ce jeune homme à qui vous allez donc donner des cours de français, alors qu'il suit, lui, des cours de langues étrangères depuis 3 ans, c'est ça à peu près, au Japon? Des cours de français en plus. Des cours de français à l'université. Mais il a un niveau quasi nul, nullissime. Absolument nul. Ça en dit long quand même sur l'enseignement des langues au Japon. Absolument, ça c'est une chose que je ne suis pas du tout la seule à avoir rapportée. C'est vrai que les Japonais... Il y a un très mauvais système d'enseignement des langues étrangères au Japon. Raison pour laquelle il est si rare de rencontrer... Bien sûr, il y a des Japonais qui parlent très bien le français, mais ceux-là sont ceux qui sont venus en France ou en Belgique. Mais c'est vrai que quand un Japonais a appris le français uniquement sur place, souvent on est très étonné du résultat.
Pourquoi dites-vous, dès la première phrase du livre, enseigner le français était le moyen le plus efficace d'apprendre le japonais? Oui, évidemment, ça peut sembler un paradoxe, mais Ouais. ce ne l'est pas du tout. Je pense qu'apprendre une langue, c'est beaucoup plus qu'apprendre une langue. Apprendre une langue, c'est réellement essayer de se mettre à la place de l'autre. Et quelle meilleure façon d'essayer de se mettre à la place de l'autre que de lui enseigner sa propre langue? Donc c'était vraiment une expérience double. Il essayait de se mettre à ma place et j'essayais de me mettre à la sienne. Et voilà le genre d'histoire que ça donne. Alors on va essayer de parler un peu de la nature de cette relation, puisque vous parlez beaucoup d'amour pour la première fois dans votre œuvre. Vous l'avez vu venir, cette relation amoureuse, ou elle vous est tombée dessus totalement Ah, je ne l'avais pas du tout vu surprenant. venir. Non, Je dois du dire, vraiment pas. Heureusement qu'il y a eu la fondue suisse, donc qui est une scène absolument admirable. Pour ceux qui n'ont pas Oui. lu le livre, vous nous la racontez. Bon, on va pas tout dire, Bon, mais disons que l'ambiance, avant, on va dire. quand même, avant la fondue suisse, j'avais quand même senti déjà Ouais. certains symptômes. Hein. Je me dis, oh là, ce garçon, à mon avis, n'a pas des intentions tout à fait limitées à l'apprentissage de la langue française. Vous étiez réceptive à ce sentiment que vous Pardon aviez? Vous étiez réceptive à ce sentiment-là? Tiens, qu'est-ce Troublée. que étonnant, intéressée, je veux dire curieuse. Et d'autre part, je voyais qu'il restait figé, ce qui est assez courant au Japon. Et je me disais, mais il ne va jamais rien se passer. Et c'est là que j'ai un conseil généreux à donner aux foules. Si vous avez affaire à ce genre d'histoire, si vous êtes en face de quelqu'un de figé, qui ne semble pas décidé À se déglacer? Voilà, la fondue suisse, Ah ouais, c'est vraiment c'est magnifique. c'est la solution. Mais surtout la fondue suisse à la japonaise, qu'elle est quand même très Encore plus particulière. à la japonaise, c'était... En valise. Oui, sous forme et de puis valise. elle n'est presque pas mangeable, donc Ouais. il faut très vite essayer autre chose. Mais c'est amusant. Ça ressemblait à quoi, cette fondue suisse, pour essayer de... Eh bien, les Japonais sont extraordinairement ouverts à toutes les expériences étrangères, y compris les expériences alimentaires, mais souvent avec l'inconvénient du goût. Idem pour le fromage français. Les Japonais aiment beaucoup l'idée de manger du camembert. Le problème, c'est qu'ils trouvent ça très mauvais. Mais d'autre part, ils aiment beaucoup l'idée de manger du camembert. Donc, ils ont déjà réglé le problème. Il existe un camembert danois qui n'est vendu qu'au Japon, qui est 100% végétal et qui n'a ni goût ni odeur. Moyennant quoi, les Japonais peuvent manger du camembert sans l'inconvénient insupportable du goût et de l'odeur. Idem pour la fondue suisse. Il y a aussi ce problème du fromage et tout. C'est très gênant. Mais là encore, le problème est résolu par les technologies. On peut faire quelque chose qui ressemble à de la fondue suisse, mais qui ne contient pas de fromage et qui fait des beaux fils. Ouais. Qui ressemble plus à du polystyrène, dites-vous. Voilà. C'est ça, pour situer. Mais est-ce que c'est une manière c'est une sorte de pudeur de votre part de raconter finalement cette soirée qui va donner naissance à votre relation intime de manière aussi comique? Parce que on apprend par une toute petite phrase qui termine le chapitre qu'il va se passer quelque chose et vous tombez dans les bras l'un de l'autre. Mais avant, il y a cette scène de la fondue suisse qui est à mourir de rire. C'est une manière de pudeur ou pas, non? Bon, de toute façon, indépendamment même de toute pudeur, je pense que l'amour est une expérience comique. Ceci dit, c'est vrai que personnellement, je ne serais pas capable de raconter autrement certains épisodes de ma vie, donc ça m'arrange bien. Il n'y a aucune scène de jeu sexuel dans votre livre, ce qui n'est pas vraiment la tendance de la littérature française d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une manière, en le taisant, de dire que c'était beau? Je le crois. Je le crois d'autant plus que quand je lis, même sous la plume des meilleurs écrivains d'aujourd'hui ou d'hier, des scènes de ce genre, je suis les 3/4 du temps interloquée, en me disant, tiens, n'ayant jamais vraiment l'impression que c'est comme ça que ça se passe, et ayant surtout l'impression que ce qui nous est raconté est assez misérable. Or, le talent de ces écrivains n'est pas à mettre en doute. J'en conclus tout simplement qu'il y a des choses qui ne sont pas racontables. Ouais. Ni le langage ni l'écriture ne permettent d'appréhender ça, en fait. Ni le langage, ni l'écriture. Est-ce que les règles de l'amour sont aussi codifiées au Japon qu'elles le sont dans l'entreprise, tel que vous nous le racontiez dans Stupeur et Tremblement? Dieu merci, non. Bon, évidemment, là, je dois quand même m'empresser de préciser que j'ai vécu une histoire avec un Japonais. Oui. Ça ne me donne pas un point de vue encyclopédique de la question. Mais avec ce Japonais-là, Ouais. Peut-être parce qu'il était avec moi, je ne sais pas comment il aurait été avec quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas de code. Mais peut-être précisément n'y avait-il pas de code parce que je suis une occidentale et parce que je suis cette occidentale.
Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il n'était pas n'importe quel Japonais, vous n'étiez pas n'importe quel Belge, c'est ce qui a fonctionné. Je crois. Ouais. Oui, parce que par exemple, d'après ce que j'ai pu comprendre des autres histoires, en japonais, dans une relation amoureuse, ça ne se fait pas, par exemple, de dire à l'autre « je t'aime », c'est impoli. Et or, il n'arrêtait pas de me dire qu'il m'aimait. Mais je crois qu'il le faisait justement parce qu'avec moi, il pouvait ne pas respecter les règles de politesse puisque je n'étais pas au courant. Ouais. Mais vous ne le saviez pas à ce moment-là? Non, je l'ai appris par la suite, mais j'ai été d'autant plus touchée de cette impolitesse parce que c'est vu comme un tabou. Est-ce qu'il n'avait pas un peu finalement avec vous le comportement, lui, de l'épouse japonaise? Oui, Ouais. c'est aussi pour ça que le livre s'appelle Ni d'Ève ni d'Adam, c'est parce que c'est vrai que le schéma sexuel est complètement chamboulé. Et puis vous n'étiez pas soumise comme le sont aussi les femmes japonaises, c'est peut-être ça aussi qui lui a plu en vous? Oui, ouais. C'est vrai que quand je suis arrivée au Japon, j'avais des préventions vis-à-vis de l'amour avec un japonais, parce qu'on m'avait beaucoup dit l'amour entre un occidental et une japonaise, ça fonctionne très bien, mais l'inverse ne fonctionne pas du tout. Parce que si tu as une histoire avec un japonais, il s'attendra à ce que tu sois soumise et tout, et aucune femme occidentale n'est prête à ça. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu. Alors là encore, j'ai vécu une histoire avec un japonais, et je crois qu'il n'était en effet pas n'importe qui. Il va falloir essayer encore d'autres japonais. Mais vous ne m'y autoriseriez pas. La spontanéité, c'est aussi, c'est pas vraiment un trait de caractère des japonaises. Non, vraiment pas. Pas vraiment. Vraiment pas. Et vous êtes très spontané, c'est aussi peut-être aussi ce qui l'a séduit. Je devais être un objet exotique là-bas, oui. Alors, en matière de spontanéité, il y a plusieurs exemples. D'abord, je voudrais raconter la scène des grands-parents, qui est absolument extraordinaire, dont vous êtes dans la maison de ses parents à lui, et vous lui donnez donc la leçon de français. Je vais lire ce texte. C'est un petit peu long, mais ça méritait d'être lu. Ça va vous permettre de boire du champagne, Amélie, pendant ce temps. Je poursuivis la leçon comme je pus, m'efforçant de ne plus parler de cette demeure ni de ses parents. Une sensation de malaise ne me lâchait pourtant pas. J'avais l'impression d'être épié. Cela ne pouvait relever que de la paranoïa. Monsieur et madame avaient bien trop de classe pour se livrer à de tels passe-temps. Peu à peu, j'eus le sentiment que Rinri partageait ce soupçon. Il regardait autour de lui avec méfiance. Un fantôme hantait-il ce château de béton ? Il m'interrompit d'un geste et sur la pointe des pieds se dirigea vers la cage d'escalier. Il poussa un cri et je vis jaillir, tels deux diables d'une boîte, un vieux et une vieille qui hurlèrent de rire et redoublèrent d'hilarité à ma vue. « Sensei, je vous présente ma grand-mère et mon grand-père. Sensei, sensei !» glapirent les vieillards qui semblaient penser que j'avais autant l'air d'un professeur que d'un trombone à coulisses. « Madame, monsieur, bonjour. » Le moindre de mes mots, de mes gestes, les faisait rigoler jusqu'à la démence. Ils grimaçaient, tapaient sur le dos de leur petit-fils, puis sur le mien, buvaient le thé dans ma tasse. La vieille toucha mon front, cria « Que c'est blanc !» et s'écroula de rire, imité par son mari. Rinri les regardait en souriant sans se départir de son flegme. Je songeais qu'ils devaient souffrir d'une sénilité et que ces gens étaient admirables de garder chez eux ces débris maboules. Après un intermède d'une dizaine de minutes, mon élève s'inclina devant ses aïeux et les pria de bien vouloir remonter dans leur appartement, se reposer, car ils devaient être fatigués par un tel exercice. Les horribles vieillards finirent par obtempérer, non sans s'être copieusement fichus de ma gueule. Je me renseignai et j'appris qu'au Japon, de tels phénomènes étaient courants. Dans ce pays où les gens doivent se tenir bien toute leur vie, il arrive souvent qu'ils craquent au seuil de la vieillesse et se permettent les comportements les plus insensés, ce qui n'empêche pas leur famille de les prendre en charge conformément à la tradition. Je trouvais cela héroïque. Mais la nuit, je fus assailli de cauchemars dans lesquels les aïeux de Rinri me tiraient les cheveux et me pinçaient les joues en croissant de rire. J'espère qu'il n'y a pas de vieux japonais dans la salle. Alors, il y a aussi cette soirée avec les amis de Rinri, qui est extraordinaire. Et vous avez dû halluciner totalement. Vous allez devenir une excellente conversationneuse, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Alors, parce que la tradition au Japon, c'est qu'il n'y ait pas de silence dans les conversations, donc il faut meubler. Un peu d'histoire. Jusqu'au XIXe siècle, les Japonais mangeaient dans le plus grand silence et tout allait très bien. Et puis au XIXe siècle, ils ont découvert les usages occidentaux et ils ont découvert qu'en Occident, ça se faisait de parler à table. Au drame, comment faire pour parler à table quand on ne l'a jamais fait ? Entre parenthèses, je les comprends. Je trouve que c'est terrible de parler à table. Obligé de se forcer. Les trois quarts du temps, on n'a rien à dire, il faut dire n'importe quoi. C'est encore pire quand la nourriture est très bonne, parce que comment voulez-vous dire quelque chose quand on mange quelque chose d'excellent ? Enfin, bref,
les Japonais ont essayé très péniblement de faire la conversation avec des résultats dramatiques. Entre parenthèses, pas plus consternants que nos résultats, mais nous, visiblement, ça ne nous dérange pas. Eux, quand même, ont trouvé lamentable d'avoir des conversations si nulles à table, tout en trouvant que c'est vrai, ça gâchait les mets d'être forcés de faire la conversation avec des gens avec qui on n'avait pas forcément envie de parler. Mais là encore, le Japonais trouve la solution à tous les problèmes en créant le métier de conversationneur. Le conversationneur est un employé qui, avant les dîners, reçoit des dossiers sur chacun des convives du dîner, potasse ses dossiers avant le dîner et lors du dîner fait le tour de la table avec un micro pendant lequel il dit à haute voix tout ce que les gens auraient pu se dire, pendant que grâce à ça les gens peuvent manger en silence et avoir la paix. Mais vous n'aviez pas lu les dossiers? Mais non, c'est lamentable. Non seulement je n'avais pas eu les dossiers, mais je n'ai pas été payée. C'est vraiment lamentable. En fait, vous avez passé votre soirée à parler de bière. Vous avez été obligé d'improviser, en fait. J'ai ouvert la bouche, j'ai pris le premier sujet littéralement, j'ai ouvert la bouche et j'ai écouté ce qui sortait. Et allez savoir pourquoi, il a été question de bière belge toute la soirée. Vous avez été rémunéré par les brasseries belges depuis? J'attends toujours. Je me dis que la moindre des choses serait de recevoir des pensions en bière d'abbaye, mais elles ne viennent toujours pas. Alors, je vais lire ce passage qui situe un petit peu votre relation. De retour dans l'appartement technologique, je me crus en lieu sûr. Erreur, j'eus droit à des mots d'amour hauts comme l'immeuble. Je les écoutais avec courage et me tus. Par bonheur, le garçon accepta mon silence. Je l'aimais beaucoup. On ne peut pas dire cela à son amoureux, dommage. De ma part, l'aimer beaucoup, c'était beaucoup. Il me rendait heureuse, j'étais toujours joyeuse de le voir, j'avais pour lui de l'amitié, de la tendresse. Quand il n'était pas là, il ne me manquait pas. Telle était l'équation de mon sentiment pour lui, et je trouvais cette histoire merveilleuse. Vous dites que c'était votre coibito. Qu'est-ce que c'est que cette expression japonaise? C'est du japonais, c'est le japonais courant pour désigner le petit ami ou la petite amie. C'est la personne avec qui on partage le koi. Le koi, ce n'est pas l'amour, c'est ce sentiment possible et poli qui consiste à avoir du goût pour quelqu'un sans recourir à la notion d'amour qui est considérée comme vraiment excessive. Et c'est presque méchant de dire à quelqu'un qu'on a de l'amour pour lui parce que c'est trop. Il y a deux passages que je voudrais que vous nous expliquiez sur votre vision de l'amour. Vous dites « On tombe amoureux de ceux que l'on ne supporte pas, de ceux qui représentent un danger insoutenable ». Bon, j'aurais peut-être mieux fait de dire « je » plutôt que « on », puisque je ne sais pas comment ça se passe pour les autres. Mais c'est vrai que si j'examine les gens dont j'ai été vraiment amoureuse au cours de ma vie, je ne dis pas que c'était des gens insupportables, parce que s'il suffisait d'être insupportable pour m'inspirer de l'amour, je serais amoureuse de bien des gens. Mais c'était toujours des gens qui avaient au moins quelque chose de parfaitement insupportable. Ce qui n'était absolument pas le cas de Renry, qui était un garçon charmant avec qui je n'avais absolument rien à reprocher, avec qui il était impossible de se disputer. Et j'imagine que c'est pour ça que je n'ai pas pu éprouver pour lui ce qui rejoint ce que vous dites plus tard, c'est-à-dire vous dites c'était parce qu'il n'y avait pas de mal en lui que je l'aimais beaucoup, c'était à cause de son étrangeté au mal que je n'avais pas d'amour pour lui. Oui, je crois que c'est une caractéristique personnelle. C'est bien évidemment, ça ne signifie pas que je m'éprends d'être maléfique. Dieu merci, non. Mais je crois que ce qui peut me bouleverser chez quelqu'un, c'est de sentir que cette personne a la présence du mal, comme je l'ai aussi en moi, mais on parvient à garder le dessus. Ça me fait quelque chose. Si je ne sens pas en l'autre la présence du mal, je me dis cette personne est très émouvante, mais nous n'aurons jamais beaucoup de choses en commun. C'est rare les histoires qui ne font pas mal. Les histoires c'est d'amour. Très rare. C'est tout simplement la seule que j'ai vécue. C'est très singulier. Alors, on a dit tout à l'heure combien dans l'enseignement des langues étrangères, l'enseignement des langues étrangères au Japon était plutôt difficile. En revanche, il a une culture de la littérature française qui est assez étonnante, puisqu'il y a une scène où vous discutez un moment ensemble de Sartre et de Stendhal. C'est incroyable. Il avait appris ça où? À l'université, justement? À l'université. Mais ça, je veux dire qu'en cela, il n'était pas du tout spécial. Il est très régulier de rencontrer des Japonais qui ont énormément lu de littérature du monde entier, et en particulier de littérature française. Et c'est vrai que Sartre et Stendhal sont des auteurs très connus au Japon, pour des raisons... Stendhal, c'est évident, c'est parce que c'est un des meilleurs écrivains qui ait jamais existé.
Mais Sartre est, par exemple, vénéré des Japonais parce que vu comme formidablement exotique. Toute la pensée de Sartre est vue comme d'une bizarrerie. L'existentialisme est vu comme quelque chose de parfaitement loufoque. Moyennant quoi, ils aiment beaucoup. Et puis, il y a un des plus beaux passages du livre, vous rendez à Hiroshima et vous dites « Une ville dont le nom signifiait pour la planète entière la mort, mais les gens y vivent plus fort qu'ailleurs ». Comment vous pouvez nous décrire ça, que les gens y vivent plus fort qu'ailleurs? Qu'est-ce que vous avez ressenti là quand vous êtes arrivé dans cette ville? J'ai vraiment ressenti dans les rues d'Hiroshima, qui est une petite ville de province, un élan que je n'ai pas vu dans les autres villes du Japon. Une joie de vivre, quelque chose d'assez proche. Enfin, je n'ai jamais vécu les années 50, je suis née en 67, mais c'est comme ça que j'imagine les années 50. Comme ce que j'ai vu à Hiroshima, des gens pleins d'enthousiasme qui croient à l'avenir. C'est très, très singulier. Ceci dit, pour ce que j'ai pu connaître de l'expérience de la mort, c'est vrai que chaque fois qu'on côtoie la mort, chaque fois qu'on a l'impression de côtoyer la mort, on se sent après beaucoup plus vivant. Donc je ne vois pas d'autre explication. Cette lecture qu'il vous fait un moment sur un banc public des 150 et quelques pages de Hiroshima, mon amour, sur un banc, du début, de la première à la dernière page, c'était totalement improvisé de sa part? Je ne sais pas s'il avait prémédité son coup, mais je vous assure que c'était... Vous lui en aviez parlé déjà un peu Oui, avant. mais je ne m'attendais pas pour autant à le voir ressortir de sa poche Hiroshima, mon amour, à Hiroshima, et surtout pas pour le lire du premier au dernier mot. C'était un peu pénible. Ah, pénible, ah ouais. Oui, enfin, j'aime beaucoup ce livre. C'est un livre infiniment respectable et intéressant. Mais enfin, lu de la première à la dernière phrase sur un banc Hiroshima par un Japonais qui parle lentement. Et vous n'aviez pas de champagne? Et il n'y avait pas de champagne. Il n'y avait pas de champagne. Ça a d'abord été, avant d'être un amoureux, un guide extraordinaire, Enrico. Ah oui. Pour découvrir le Japon. Vous ne l'aviez jamais découvert comme ça, la nature japonaise? Mais jamais, je lui dois beaucoup. D'abord parce qu'il était infiniment gentil et respectueux, mais aussi parce qu'il m'a vraiment fait découvrir le Japon d'une manière qui n'aurait jamais pu être la mienne en étant toute seule. Comment vous qualifieriez votre rapport avec la nature japonaise? S'il y a une véritable histoire d'amour dans ce livre, c'est celle que je vis avec la nature japonaise, et en particulier avec la montagne. Les scènes de montagne sont les grandes scènes érotiques du livre, dont certains ont dit qu'elles faisaient défaut au livre, mais qui, pour moi, y sont tout à fait présentes. Puisque vous vous retrouvez nu dans la neige à un moment. Oui, là, ne dites pas les épisodes les plus compromettants. Les plus croustillants, les plus croustillants. Je vais au moins dire ce que vous dites, les montagnes du monde entier, à plus forte raison celles du Japon, exercent sur moi une séduction alarmante. Je savais pourtant que l'aventure ne serait pas sans risque. Passé 1500 mètres d'altitude, je deviens quelqu'un d'autre. Au-delà de 1500 mètres, je disparais. Mon corps se transforme en pure énergie et le temps qu'on se demande où je suis, mes jambes m'ont emporté si loin que je suis devenu invisible. D'autres ont cette propriété, mais je ne connais personne chez qui ce soit aussi insoupçonnable, car de près ou de loin, je ne ressemble pas à Zarathustra. Pourquoi vous parlez de Zarathustra, d'ailleurs, dans ce livre? Mais parce que chaque fois que je marche en montagne au-delà de 1500 mètres, tout à coup, je suis assaillie par la conviction d'être Zarathustra. Alors, vous êtes désormais une vraie nippone, puisque vous avez gravi le mont Fuji, où vous avez vécu, dites-vous, en le regardant en tout cas, les 6 plus belles heures de votre vie. Oui. Ouais. Racontez-nous cette scène. Bon, ça, ce n'est pas la scène de l'ascension du mont Fuji, c'est la scène d'une ascension d'une autre montagne. Ouais. J'étais partie toute seule dans la montagne le 15 décembre pour gravir une montagne qui faisait environ 2000 mètres, me disant que, franchement, moi qui avais gravi le mont Fuji de 3776 mètres, qui peut le plus, peut le moins, ce serait une balade. Sans compter sur le fait qu'il y aurait la neige et que je serais absolument toute seule dans ces montagnes parfaitement désertiques, parce qu'on n'imagine pas combien les montagnes sont sauvages au Japon. Ce n'est pas du tout comme chez nous. Chez nous, les montagnes sont extrêmement habitées. Il y a des villages, il y a des villes, il y a des stations de sport d'hiver. Au Japon, il y a peut-être 2 stations de sport d'hiver, et puis c'est tout. Les montagnes qui sont omniprésentes, 2/3 du territoire national, et des montagnes très élevées, ne sont pas considérées comme habitables. C'est le siège de la mort et des sorcières. Donc on ne va pas en montagne, il faut être un aventurier, un grand sportif pour ce que vous êtes, bien sûr. Que je suis de toute évidence, pour aller dans la montagne. Donc moi, 15 décembre, je dis tiens, je vais aller monter une montagne, il y a un refuge sur la carte, je vais dormir au sommet, ça sera rigolo. Tu parles, j'ai failli mourir, puisque j'étais seule dans la montagne, je me suis complètement perdue,
et c'est pas comme être perdu sur le point culminant de la Belgique qui fait 800 mètres. C'est être perdu vraiment nulle part, avec en plus la neige qui rend tout méconnaissable. Et j'ai marché des heures et des heures et des heures en voyant ma fin approcher, puisque je me disais, si ça se trouve, je suis en train de m'enfoncer dans la montagne et peut-être qu'on ne me retrouvera jamais. Et je savais que mon point de repère, ce qui me garantirait que je ne me serais pas perdue, ce serait de voir le mont Fuji. Alors je cherchais partout le mont Fuji, je ne le voyais nulle part. Au terme de 6 heures de marche, je tombe nez à nez avec le mont Fuji, mais comme personne ne l'a jamais vu, mais on ne sait pas combien cette montagne est belle. Hein. C'est vraiment... Et en plus là, il était là, mais rien que pour moi. J'étais seule dans la montagne, je tombais vraiment nez à nez avec lui. Ça, je peux vous dire, ça a été le plus grand moment de ma vie. Alors à ce moment-là, je savais qu'il n'y avait plus que 6 heures de marche avant de rejoindre la vallée. Et ces 6 heures de marche que j'ai passées, mais vraiment en tutoyant le mont Fuji, parce que je marchais le long de lui en le voyant, en lui parlant comme à un copain, ça a vraiment été le moment le plus beau de ma vie. Vous n'avez rien connu de plus beau depuis? Rien de... Non, mais c'est pas mal, non. Vous savez, franchement... que... Donc c'est le pays du soleil levant sur le mont Fuji, c'est ça pour vous, le Japon? Oui, le Japon, c'est d'abord un pays de montagne. Je pense qu'on ne le sait pas assez. Alors vous racontez aussi, mais je laisse découvrir l'ascension et puis la descension du mont Fuji, dont vous détenez d'ailleurs le record mondial, hein, il faut le savoir, en 50 minutes. Vous ne pouviez pas, Amélie, aimer le Japon tel que vous nous en parlez là, et notamment le mont Fuji, et puis Rinri. C'était impossible de conjuguer ces deux amours pour vous? Je ne sais pas, il aurait peut-être fallu essayer avec quelqu'un d'autre. Non, on n'y voyait aucune avance, je vous en prie, Stéphane. Mais... Je vais reprendre un peu de champagne, si vous permettez. Mais je ne sais pas, ce garçon était charmant. Allez, il faut croire que quelqu'un de charmant, ça ne me convient pas. Je suis charmant, je suis désolé. Ah, je suis navrée, voilà. On a le sentiment, en tout cas, en vous lisant, que ce sol, votre sol natal, puisqu'il faut rappeler quand même que vous êtes né au Japon, vous donne une force incroyable. Comment ça s'illustre quand vous êtes là-bas, cette force? Vous êtes capable de renverser des montagnes, mais c'est le cas de le dire. Ouais. Non, mais je suis pas. Quand on me voit, je suis pas exactement. Enfin, je n'ai pas l'air de quelqu'un qui est au bord de l'évanouissement, mais il faut m'avoir vu au Japon, et surtout en altitude. Là, vraiment, j'ose le dire, on voit un surhomme. Je propose que notre prochaine rencontre n'ait pas lieu à l'abbaye de l'Eppo, mais dans un temple de montagne au Japon. Et là, vous serez tout à fait édifié. Pari tenu. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir terminer. J'espère que Voici n'est pas là. Vous racontez... mais Voici est là, et Voici est toujours là, vous savez. Vous racontez... Oui, vous êtes compromis, c'est trop tard. Vous racontez dans ce livre que vous êtes retourné sur les lieux de votre enfance, ceux que vous décrivez dans la métaphysique des tubes, avec votre sœur Juliette qui vous rejoint à un certain moment. Ça a été un moment douloureux, ce retour? C'était vraiment une erreur. Une erreur inévitable. J'ai quitté le Japon quand j'avais 5 ans, un Japon bien particulier, le Japon du Sud. Et j'ai toujours voulu retrouver les lieux de mon enfance. Et voilà, à l'âge de 22 ans, j'ai retrouvé les lieux que j'avais quittés à l'âge de 5 ans. Eh bien, je peux vous le dire, c'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. Parce qu'il n'y a que 2 possibilités. Soit les lieux ont changé et c'est un désastre, soit les lieux n'ont pas changé et c'est un désastre. Dans mon cas, les lieux n'avaient pas changé. Et ça a été un désastre parce que moi, j'avais changé. Je retrouvais, en effet, je revoyais les choses. Elles étaient comme je les avais quittées. Mais ça n'avait rien à voir parce que je les avais quittées dans cet état halluciné. À 5 ans. Qu'on a quand on a 5 ans. Et je les retrouvais, d'abord, elles me paraissaient toutes petites. Et il a été très difficile par la suite de retrouver le souvenir d'avant. C'est ça qui est dangereux quand on retrouve les lieux de son enfance, c'est qu'on tue le souvenir de ses 5 ans et qu'on le remplace par un souvenir d'adulte. Ça les dénature totalement. C'est désastreux. Heureusement, grâce à un travail de la mémoire, j'ai pu finalement restaurer l'ancien souvenir, mais ça n'a pas été de soi. Votre sœur Juliette a ressenti la même chose? La même chose. Ouais. Ce n'est pas une chose à faire. Vous avez finalement quitté le Japon, et puis donc Rinri. Qui d'ailleurs avez-vous eu l'impression de fuir le plus? Le tout. Parce que
en filigrane, il y a aussi l'histoire que je raconte dans Stupeur et Tremblement, qui est concomitante à ces faits. Donc je fuyais aussi un désastre professionnel. Alors vous prenez la fuite et vous dites me fut épargné cet épisode sinistre entre tous, barbare et mensonger, qui s'appelle la rupture. Sauf en cas de crime ignoble, je ne comprends pas qu'on rompe. Dire à quelqu'un que c'est terminé, c'est laid et faux. Oui. Comment arrêtez-vous vos histoires d'amour? Que je le sache avant. Bon, il y a une solution simple qui est suggérée par le texte. Commettez un crime ignoble. Si un crime ignoble, moi je considère que c'est résilié de plein droit. Voilà. Donc sans même qu'il soit nécessaire de prononcer une parole. Tant mieux, parce que quand il faut prononcer des paroles, c'est très pénible. Mais tous les gens avec qui vous avez connu l'histoire d'amour n'ont pas commis de crime ignoble. Ça se trouve. Ça se trouve. Ça se trouve. L'idée d'être... Parce qu'il vous propose un moment, Rinnery, de l'épouser. D'ailleurs, il y a un dialogue formidable, plein d'incompréhension entre vous. L'idée d'être casé à 23 ans, ça vous effrayait beaucoup? Ça m'effraie totalement. Et maintenant, ça vous effraie encore? Ça m'effraie toujours. J'ai 40 ans, ça m'effraie toujours autant, moyennant quoi je ne suis pas casée. C'est l'idée de contrat qui vous déplaît, en fait? Non. L'idée de contrat me déplaît très profondément, mais l'idée d'être casée me déplaît tout autant. Bien. Cette fuite, quelque part, et compte tenu de ce que vous dites sur la fuite, est-ce que c'est pas finalement le plus bel acte d'amour du livre, selon vous? Ouais. Surtout s'agissant de moi, bien sûr. Quel cadeau je lui ai fait à ce garçon en le fuyant. Vous vous rendez compte, il serait encore avec moi, le pauvre garçon. Il était fou d'être avec vous, vous pensez? Oh oui. Pourquoi? Pour être avec moi, il faut être fou, quand même, disons-le. Je ne suis pas fou. Non, je sais. Il paraît qu'il est peu glorieux de fuir. Dommage, c'est tellement agréable. La fuite donne la plus formidable sensation de liberté qui se puisse éprouver. On se sent plus libre en fuyant que si l'on n'a rien à fuir. Le fuyard a les muscles des jambes en transe, la peau frémissante, les narines palpitantes, les yeux agrandis. Le concept de liberté est un sujet rebattu dont les premiers mots me font bâiller. L'expérience physique de la liberté, c'est autre chose. On devrait toujours avoir quelque chose à fuir pour cultiver en soi cette possibilité merveilleuse. D'ailleurs, on a toujours quelque chose à fuir, ne serait-ce que soi-même. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut échapper à soi-même. Ce que l'on fuit de soi, c'est la petite prison que la sédentarité installe n'importe où. On prend ses clics et ses claques et on s'en va. Le moi est tellement étonné qu'il oublie de jouer les geôliers. On peut se semer, comme on s'aimerait, des poursuivants. C'est beau. Je vous conseille ces pages sur la fuite qui sont vraiment magnifiques. Vous disiez que dans Métaphysique des tubes, vous disiez qu'il vous avait été très difficile de survivre à ce départ du Japon. Vous parliez même d'apocalypse, qui était quand même un mot extrêmement fort, mais vous choisissez toujours vos mots, donc ça n'était pas par hasard. Ça a été plus facile cette fois-ci? Oui. Oui, parce que d'abord, pour une fois, c'était ma décision. Quand j'ai quitté le Japon à l'âge de 5 ans, ce n'était pas ma décision. Je suivais mes parents, je n'avais pas le choix. Et je l'avais vraiment vécu comme une faille originelle, vous savez, comme un désastre irrémédiable. Tandis que quand j'ai quitté définitivement le Japon à l'âge de 23 ans, là, c'était ma décision. Et j'en suis convaincue, mon salut. Le Japon m'a sauvée, parce que c'est vrai que quand j'y suis retournée à l'âge de 21 ans, je n'allais pas bien, et que de retrouver mon sol natal a réinjecté en moi l'énergie dont j'avais très grand besoin. Mais si j'y étais restée, j'aurais été casée, et moi je ne peux pas être casée. Vous avez besoin d'y retourner de manière régulière, précise ou pas du tout. La dernière fois que j'y suis retournée, c'est la dernière page du livre. Ah, pas depuis. C'est donc décembre 96. D'accord. Je n'y suis jamais retournée depuis, et je n'ai pas l'intention d'y retourner. Plus jamais. En tout cas, ça n'est pas programmé. C'est pas du tout programmé. Bon, difficile de dire jamais, mais c'est un pays qui a tellement compté pour moi et avec lesquels, somme toute, mes relations sont tellement délicates, encore plus délicates depuis que tous ces livres ont été publiés. Vous savez, certaines histoires d'amour, n'est-ce pas, Stéphane, doivent être vécues de loin. Je continue. Je suis imperturbable. Alors, sans le Japon, il faut quand même dire que vous ne seriez pas là ce soir, parce que c'est quand même ce retour au Japon à l'âge de 21 ans qui a fait naître en vous cette obsession de l'écriture, comme vous dites.
C'est d'ailleurs, alors je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais c'est après votre première nuit d'amour avec Henry. Non, Non, je vois ce qui vous fait dire ça, mais j'écrivais déjà auparavant. Oui, mais ça n'était pas publié. Oui, ça n'a pas été publié tout de suite, n'est-ce pas? Il ne suffit pas d'avoir une histoire avec un garçon japonais, hop, vous êtes publié, ça serait un petit peu simple quand même. Mais vous n'aviez pas, c'était pas obsessionnel chez vous auparavant? C'est-à-dire que si, l'écriture est obsessionnelle depuis mes 17 ans, mais ce qui me faisait défaut avant le Japon, avant le retour au Japon, c'est l'extraordinaire énergie qu'il faut pour écrire. Et écrire nécessite toutes sortes de choses, j'imagine une certaine sensibilité, peut-être même une vague culture, mais bien plus que tout ça. Écrire réquisitionne une énergie phénoménale que je n'avais pas et que j'ai retrouvée en retournant dans ce pays. Comment vous l'avez ressenti? Parce que vous le dites en une ou deux phrases dans le livre, mais ça a été quel sentiment en vous? Vraiment, je ne peux apparenter ça qu'à la mythologie. Dans la mythologie, il y a le personnage d'Anté. Anté est un titan. Et à la fin? Oui. Anté est un titan qui ne retrouve son énergie que quand il rejoint son sol natal. Je ne sais pas si c'est le Péloponnèse ou... Mais quand il est loin de son sol natal, il entre en décrépitude. Eh bien, c'est la même chose pour moi. Mais écrire au Japon, est-ce que ce ne serait pas finalement la meilleure solution des fois, hein? Entre l'effet que la force que vous donne le Japon et puis cette... Mais je serais si loin de vous. Bien. Alors, on va parler des enfants, ça tombe bien. Parce que vous comparez souvent vos livres à vos enfants, vous l'aviez dit déjà il y a 7 ans. Je disais tout à l'heure qu'on comparait toujours vos livres, on dit « Ah, celui-ci, Namélie, c'est vraiment le meilleur, il est beaucoup mieux que le précédent ». C'est dur d'entendre dire ça de ses enfants à chaque fois, non? Vous les aimez tous, vous, ça je le sais, mais de l'entendre dire... Bon, vous savez, on peut voir les choses dans les deux sens. Quand on entend dire il est meilleur que le précédent, on peut soit on est très négatif et on entend le précédent était complètement nul, soit on est très positif et on se dit qu'est-ce qui doit être bien. Donc moi j'appartiendrais plutôt à la deuxième catégorie. D'autre part, il y a une chose qui est extrêmement équilibrante dans ces cas-là, c'est la conscience très aiguë que j'ai que personne n'est d'accord. Oui, bien sûr, il y a toute une fraction de la critique qui est assez unanime, mais pourquoi est-ce que j'accorderais plus de prix à cette fraction de la critique qu'à tant de mes lecteurs qui pensent tout à fait différemment? D'autre part, comme ça fait maintenant 15 ans que je suis publiée, j'ai pu observer un phénomène extrêmement réconfortant. C'est que les choses les plus intéressantes qui sont dites sur un livre ne sont jamais dites dans l'année de la publication. Plus le temps passe, plus ce qu'on dit sur un livre est intéressant. Donc, quand j'entends parfois des choses qui me paraissent erronées, suite à la publication de certains de mes livres, je me dis, ce n'est pas grave, attends un peu, tout ceci passera. Les premières critiques, souvent bâclées, souvent hâtives, disparaîtront, tout le monde les oubliera, et il se trouvera beaucoup de gens pour lire tes livres dans bien des années avec un œil neuf, et ça s'est toujours produit. Je constate que les avis les plus intéressants sur, par exemple, Hygiène de l'assassin, mon premier roman publié en 92, c'est aujourd'hui que je les ai. Pour autant, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce qu'on me dit cette année-ci sur Ni d'Ève ni d'Adam, mais je sais que ce qu'on me dira de plus intéressant sur ce livre, ce n'est pas cette année-ci. Donc il faut voir les choses sur le très long terme. Au jugement de qui vous fiez-vous par rapport à ce que l'on peut dire? Franchement, il n'y a pas un jugement qui me paraîtrait plus digne qu'un autre. Le jugement sur un livre est fait de tant de choses, de tant d'avis, de tant de lettres, puisque dans mon cas, les avis de mes lecteurs s'expriment surtout par lettres. Tous les jours, quotidiennement? Tous les jours, oui. Vous disiez effectivement que vos livres sont souvent bien analysés quelques années plus tard. Vous êtes toujours étudié dans les universités américaines? Je ne sais plus, j'ai lu l'autre jour une dizaine d'universités américaines. Oui, alors le cas le plus fou, c'est l'université de Berkeley en Californie, dans laquelle 13 professeurs m'enseignent. Ça me plaît beaucoup. Mais il y a eu une chose encore plus extraordinaire. Il y a juste une semaine, jour pour jour, c'est que je suis entrée à l'université française, ce qui, somme toute, est plus difficile que de rentrer à l'université américaine, puisque Laureline Amagneux, qui est une thésarde qui travaillait sur moi depuis 7 ans, a soutenu sa thèse devant 4 éminents professeurs et a été reçue avec les félicitations du jury, la plus haute mention.
j'étais là, je peux vous assurer que c'est très impressionnant. Vous êtes rendu déjà dans une université américaine? Oui. Ouais. J'étais allée à Berkeley assister à une conférence, et j'étais là lors de la soutenance de thèse de cette Française. C'est très, très impressionnant. Moi, j'ai du mal à comprendre comment vos livres puissent être traduits dans une langue étrangère. Parce que vous avez, je disais tout à l'heure, un choix des mots, aussi bien quand vous parlez que quand vous écrivez, qui est extrêmement précis. Comment peut-on être aussi fidèle dans les traductions étrangères? Je ne peux pas le vérifier. Vous savez, je suis traduite en 41 langues. Inutile de vous dire que je serais bien incapable de juger de la qualité de ma traduction en vietnamien, en turc et en finlandais. Qu'est-ce qui peut toucher les gens qui vous lisent aux États-Unis, au Japon? Il faudrait leur poser la question. Et vous avez discuté avec eux, vous les rencontrez? Oui. C'est très compliqué. Il y a de très bonnes traductions. Tout dépend du traducteur. C'est vraiment... Pour autant que je puisse en juger, certaines traductions sont franchement excellentes. À côté de ça, il y en a bien sûr de désastreuses. Ma traduction en russe, d'après ce que j'ai pu juger, était consternante. Mais ça n'empêche pas certains lecteurs russes de beaucoup aimer. Ils doivent se faire des idées très erronées de moi. Est-ce que vous êtes fait à ce statut, Amélie, alors on vous compare souvent à une rockstar. C'est vrai que c'est un phénomène assez unique dans le milieu littéraire. Vous assumez ce statut aujourd'hui ou vous préféreriez finalement vivre de manière plus discrète, d'être moins exposé que vous l'êtes aujourd'hui? Vous savez, je vis de façon très discrète, bien évidemment. En dehors des temps de promotion. Quand je vous rencontre, bien là, sûr, c'est normal. Mais en dehors de ça, je vis de façon très discrète. Donc je dirais que ça m'affecte finalement assez peu. Mais ce courrier que vous recevez régulièrement, ces gens qui s'habillent, parce que j'en ai été témoin quand on s'est vu à Paris au mois d'août, à Paris, les jeunes filles viennent vous voir habillées comme vous, bon, aujourd'hui, avec sur leur t-shirt, pas un grand prodige. Hein, sur leur t-shirt, des phrases de vos livres inscrites. Est-ce que ça vous a fait peur parfois? Non. Non? Ce serait fort de le dire. Il y a des phénomènes qui parfois me font peur, mais pas ceux-là que je considère comme purement amicaux et gentils. Je pense être quand même assez équilibré pour vivre ça en voyant que c'est simplement quelque chose de... Enfin, c'est un très joli cadeau qui m'est fait. Il y a parfois des débordements plus gênants, mais heureusement, ils restent minoritaires. Vous écrivez, vous écrirez demain matin, je pense, entre 4h et 8h. Comme tous les jours. Est-ce que vous savez ce que vous allez écrire demain matin? Un peu. Ah oui. Un peu, mais le grand moment sera le moment où je l'écrirai. On imagine un voyage, mais c'est le moment où on l'effectue pour de vrai. Ce sont des phrases qu'il y a là dans votre tête ou ce sont des... Ça dépend des cas. Le plus souvent, c'est une sensation à atteindre. Je vois la sensation que je veux atteindre et j'essaie de me donner les moyens d'atteindre cette sensation. Et au moment où le crayon est dans votre main, est-ce que cette sensation s'écrit telle que vous l'aviez ressentie auparavant? Quand ça va. Ouais. Mais parfois, vous êtes obligé de la réécrire ou elle est non, en général je suis plutôt fataliste. Je me fie au premier jet. Si c'est arrivé comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Celui que vous écrivez aujourd'hui, vous ne savez pas si ce sera celui que nous lirons? Je n'en ai aucune idée. Vous écrivez en public parfois? Vous pouvez? Ou vous avez besoin d'être dans un endroit calme? Ça m'est déjà arrivé. Vous savez, j'ai pas toujours eu le choix. Quand, par exemple, j'écris dans le train Thalys entre Paris et Bruxelles. Ça vous arrive? Ah oui. Ça m'arrive souvent. C'est pas du tout gênant. Du moment qu'on ne regarde pas au-dessus de mon épaule. Ouais. Je propose au public de poser des questions, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui sont de grands fans dont je parlais, et je suis persuadé qu'il y a des questions. C'est l'occasion de les poser à Amélie. Et puis je voudrais garder aussi du temps pour la dédicace, qui va sans doute être assez longue. Si vous avez des questions, c'est le moment. Effectivement, il y en a beaucoup. Pas de questions pour Amélie, alors là, j'en reviens pas. Ils sont très intimidés, en fait. C'est parce que les gens ont conscience d'assister à un moment intime de notre vie. Oui, c'est ça. Mais le rideau va se baisser, juste. Oui, c'est une question, merci. Je voulais savoir si vous saviez comment sont... Pardon, madame, on ne vous voit pas. Ah oui, pouvez-vous vous mettre debout? Oui. Voilà, merci. Merci, je vous en prie. Non, je suis obligée. Pardon. Merci bien. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, je voulais savoir comment étaient accueillis vos livres au Japon. Si vous aviez un retour sur ça. Déjà, ils sont accueillis, ce qui est formidable. C'est-à-dire qu'ils y sont traduits. Avant même que j'ai parlé du Japon dans mes livres, ils y étaient traduits. Ça, c'est un très, très, très grand honneur qui m'est fait. Et c'était pour moi très important, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a le cas un peu épineux de Stupeur et tremblement, qui est certainement celui de mes livres qui est le plus connu au Japon, mais forcément pas le plus aimé.
Mais c'est bon, c'est dommage et sans doute inévitable, mais moi je prétends que Stupeur et tremblement est un livre d'amour envers le Japon. Bien sûr, c'est un livre très critique, mais somme toute, on ne critique que ce qu'on aime. Et Dieu merci, il s'est quand même trouvé une minorité de Japonais pour en convenir. Il y avait une autre question, je crois. Bonsoir. Bonsoir. Je souhaitais savoir à quelle émotion et quelle énergie, où est-ce que vous avez réussi à puiser tout ça pour publier des moments de votre vie qui sont tout à fait inoubliables, hilarants pour nous, et à la fois très attachants. Quand on commence un de vos livres, on n'a qu'une seule envie, c'est d'arriver à la fin. Et que le prochain sorte. Oui, voilà. Et surtout, quand on voit le prochain sortir, on se rue dessus parce que on se dit dans quel univers va-t-elle nous emmener et quelles vont être ses prochaines péripéties. Vous avez lu les 16 livres Oui, tous, oui. J'attends de commencer le petit dernier, là. Vous n'avez pas lu ni Lèvres ni Nave ni d'Adam. Je l'ai à la maison, mais je n'ai pas encore commencé. Vous avez pardonnez-moi, vous avez commencé à lire Amélie dès le début en 91, vous avez découvert sur le tard. Et je pense que mademoiselle devait être trop jeune en 92 pour me lire. Qu'est-ce qui vous a amené à Amélie, en fait, finalement? Qu'est-ce qui vous a amené à elle? Un cadeau, tout simplement, d'une personne de ma famille qui connaît mon type de lecture. Et non, j'ai commencé à lire Amélie Nothomb il y a... Ouais, en 98 à peu près. Alors les émotions, Amélie, comment faites-vous pour les retranscrire? C'est le genre de questions aussi belles qu'on n'a pas du tout envie d'y répondre. Hein. Je ne sais pas. Je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vois très bien les sensations que je veux me donner moi. Et quand je parviens à me les donner, j'y ai tellement d'exaltation et de plaisir que je me dis, et si ça marchait pour d'autres? Et si cette sensation que je parviens à me donner à moi, je parvenais à la donner à d'autres? Quand ça marche, c'est très grisant. Pardon, il y a une question, mais on ne vous entend pas. Et on arrive particulièrement à y accéder. Ça me fait très plaisir, merci infiniment. D'autres questions? Je vous en prie. Quel calme. On fait peur. Hein. Ouais, mais c'est vous, je crois, qui faites peur. Bonsoir. Est-ce que votre livre deviendra un film, étant donné qu'il parle du Japon? Je ne vois pas qui me parle, mais... Monsieur à droite. Ouais. Ah oui. Écoutez, il en est très sérieusement question, mais aucun contrat n'a encore été signé. Et bien sûr, moi, de toute façon, si ce film existe un jour, je ne m'en mêlerai pas. C'est toujours ma politique quand je suis adaptée au cinéma, c'est que ce n'est pas mon métier, il faut laisser faire les spécialistes. Vous pourriez refuser qu'un de vos livres soit adapté au cinéma? Je l'ai refusé maintes fois. Maintes fois. Je l'ai refusé bien plus souvent que je ne l'ai accepté. Pour quelle raison? Parce que l'adaptation n'était pas bonne ou parce que vous n'aviez pas envie que ce livre-là en particulier soit adapté? Quand le projet ne me convainquait pas, je me dis que je n'écris pas des choses qui a priori s'adressent au cinéma, donc autant se montrer très ambitieuse. Il faut vraiment que je sois sûre, avec malgré tout tous les risques de me tromper, il faut que je sois sûre que ça fasse un bon film, que ça ne soit pas un déshonneur pour mes livres. C'est très difficile de s'en assurer. Alain Corneau, comment vous a-t-il convaincu alors de faire Stupeur? Mais dans le cas d'Alain Corneau, ça a été très facile. Vu que c'était Alain Corneau, j'avais déjà vu tous ses films, donc là, j'avais pas peur. C'était un honneur pour moi qu'il veuille faire un film à partir d'un de mes livres. Vous n'avez rien dit pendant le tournage? Enfin, vous n'étiez pas... Rien, j'ai dit, je ne veux rien savoir, faites-moi une belle surprise. Je n'ai vraiment pas été déçue du résultat. Il n'a pas eu à vous convaincre, simplement sur son nom, vous avez accepté? D'avoir vu ses films. Si je n'avais pas vu ses films, son nom n'aurait pas suffi. Mais comme j'avais vu tous ses films avec admiration, j'étais trop contente. En l'occurrence, le film a servi le livre, clairement. Je le crois, oui. D'autres questions? Le micro arrive. Oui, c'est une grande salle, hein. Oui. Bonsoir. 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 Est-ce que vous pouvez nous parler de votre poulain littéraire? De ma quoi? De votre poulain littéraire que vous m'avez conseillé de faire. Poulain littéraire. Ah, vous êtes Christophe? Oui, bonjour. Oh, Christophe. Oui. Donc vous connaissez? Oui. Comme quoi j'ai de bons yeux, parce que franchement... Vous entretenez une relation...
Oh. Non, mais alors, Regardez comme vous êtes. Hein. je commence à être jaloux au bout d'un moment aussi, c'est Regardez normal. comme vous êtes. Non, mais je cherchais le mot, en fait. Une relation... ouais. Eh bien, donc, c'est vrai que cette année-ci, cette rentrée-ci, il y a un roman que je soutiens particulièrement qui s'appelle « Je ne connais pas ma force », l'œuvre d'un jeune écrivain qui s'appelle Stéphanie Hochet. C'est paru aux éditions Fayard. C'est un roman très, très dérangeant et que je trouve exceptionnel. Qui raconte quoi, en quelques mots, Amélie? Pardon? Qui raconte quoi, le roman, en quelques mots? Oh, c'est l'histoire d'une guérison paradoxale. C'est assez monstrueux comme histoire, mais c'est inspiré de faits réels. Mais bien sûr que l'auteur n'a pas vécu et que l'auteur s'est approprié de façon que je trouve magistrale. C'est un jeune auteur? 32 ans, je pense qu'on 32 peut ans. dire que c'est un jeune auteur, oui. Est-ce que la promotion que vous faites de ce livre, parce que c'est vrai que vous en parlez souvent, a Oui. servi aujourd'hui son... Je crois, mais Ouais. j'ose espérer quand même qu'il existe assez de gens littéraires en France pour s'apercevoir de sa qualité sans moi. Mais c'est très difficile d'émerger aujourd'hui dans la littérature, donc on Oui, imagine qu'un coup de pouce c'est d'Amélie vrai. Nothomb, ça aide un tout petit peu. Espérons. Oui, monsieur, on va vous apporter le micro, juste ici devant. Bonsoir, monsieur. Ce n'est pas une question littéraire, mais que pensez-vous de la situation actuelle en Belgique? Vous qui faites ces allers-retours. Je dois dire que je pense, comme l'immense majorité de mes compatriotes, je suis consternée, désolée, inquiète, mais malgré tout pleine d'espoir. Je fais partie de cette immense majorité de Belges qui ne peut pas imaginer que ce pays ne soit plus un pays. Il n'y a aucune volonté populaire derrière cette possibilité de séparation. Ce serait vraiment, si cette séparation se produisait, ce serait très inquiétant parce que ça montrerait combien la politique peut être coupée de toute volonté populaire. Alors bien sûr, il y a eu des élections, c'est un pays démocratique, mais comment est-il possible qu'un gouvernement censé représenter un pays ne sache justement pas se constituer et ne puisse pas respecter la volonté de 99% de Belges, à savoir de rester un seul pays? S'il y avait un schisme, ce serait un exemple politique redoutable du pouvoir d'une minorité, une minorité très minoritaire. Donc c'est inquiétant, mais je ne peux pas y croire. Ça ne me paraît tout simplement pas possible. En tout cas, dans mon cas, c'est très clair, je suis belge, je ne peux pas être autre chose que belge, je ne vois aucune autre nationalité présente ou fictive qui me convienne. Et nous sommes nombreux dans cette situation. Bien. Autre question encore pour Amélie? Oui. Bonsoir Monsieur Amélie. dans les marches. Bonsoir Bonsoir. Amélie, je m'appelle Franck, je suis un grand admirateur de votre style et de votre écriture en général, depuis votre premier accouchement. Je vous suis depuis le début, je suis ravi de vous voir aujourd'hui. J'avais une question à vous poser. Si jamais l'on vous proposait un couvert chez Drouin, l'accepteriez-vous? Et si oui, sous quelles conditions? Oh, je ne l'accepterai certainement pas. J'ai beaucoup de respect pour les convives du Drouin. Mais je suis un écrivain et je ne suis vraiment rien d'autre qu'un écrivain. Et je ne conçois pas, sans juger personne, hein, je ne conçois pas qu'on soit juge et parti. Je suis tellement parti, en ceci que je suis tellement écrivain que, de ma part, juger l'œuvre des autres serait complètement incongru et peut-être même tout à fait malhonnête. Donc, il ne saurait en être question. On ne me l'a jamais proposé pour le Goncourt, mais on me l'a déjà proposé pour nombre de prix éminents tels que le Médicis et le Renaudot. J'ai toujours refusé. Donc, Et l'Académie française, non? Mais ça, c'est encore autre chose. Là, il n'est pas question d'être un juré Non, bien sûr, littéraire. mais c'est Ceci aussi- dit, bon, je ne suis pas très tentée. Non. Encore que la Biver soit... Ça remonterait la moyenne d'âge. Mais vous savez, j'ai une vie tellement bien remplie. J'en perds mes lunettes. Je les ai perdues. Ciel. Voilà, c'est pas grave. Mais je vous vois toujours Ah, aussi je bien. vous Amélie. découvre sans lunettes. Oui, voilà. C'est Je suis rigolo. à nu. Oh là là, vous êtes drôle comme ça. Ah oui. Mais c'était comme ça il y a 7 ans. hein. C'était comme ça il y a 7 ans, Amélie.
je vais les remettre. Donc, l'Académie française. Soyons sérieux. Oui, la question n'est pas vraiment d'actualité. Mais la rumeur a couru. Oh, autant de... Vous êtes mieux Si ce placé n'était que personne pour savoir les rumeurs qui courent. Une dernière question pour Amélie? Je vous en prie. D'autres projets d'écriture sur peut-être d'autres passages autobiographiques ou... Vous savez, je n'ai jamais de projet dans aucun domaine de la vie. Il me paraît inévitable, vu que je suis encore en vie et qu'il, somme toute, il m'arrive encore beaucoup de choses, comme vous le constatez ce soir, qu'il y aura encore des livres autobiographiques, mais je ne sais pas quand ni quoi. Ça dépendra des valises de dollars que je recevrai pour ne pas compromettre certaines vies privées. Je vais reprendre votre question si vous permettez. Est-ce qu'en tout cas, des événements de votre vie, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure pour le Japon, sont ressortis récemment? Non. Pas depuis ni d'Ève ni d'Adam. Mais je suis une personne de digestion lente. Oui. Et c'est vrai que je constate que la scène la plus tardive que j'ai racontée dans un de mes livres, de ce qui a pu m'arriver, c'était décembre 96 et c'était écrit en 96, donc en 2006, je veux dire. Donc, allez savoir. Bien, rendez-vous dans 7 ans alors, Amélie, pour revenir une nouvelle fois oui, à vos chapitres. Oui. Et là, ça sera officiel, évidemment. Ah, voilà. Merci beaucoup, Amélie, qui va signer son livre maintenant, ni d'Ève ni d'Adam. Merci d'être venue, Amélie. Merci beaucoup.